Mes amis, bien le bonjour. Je suis peut-être content qu'il pleuve. Ça donne un petit côté relaxant à cette vidéo autrement sordide. Nous sommes en 1995, en octobre, aux Pays-Bas, vers la ville d'Eindhoven, un petit peu en retrait, à l'intérieur des terres, loin de la mer et loin des digues. On a une certaine Nicole van der Hurk, pardon pour la prononciation. Le 5 octobre 1995, elle arrive chez elle, elle a 15 ans. Et puis elle déclare qu'elle a été harcelée par un individu, quelqu'un de bizarre, un homme inquiétant. Sa famille ne va pas prendre cette alerte au sérieux, d'autant plus que nous vivons dans un pays où jusqu'à maintenant, dans certains endroits, il y a quasiment zéro criminalité. Les gens sortent en laissant leurs portes ouvertes, ils laissent les bébés dans les poussettes à l'extérieur des magasins, pendant que les mamans sont à l'intérieur en train de faire leurs achats. La famille ne va pas prendre au sérieux. Le lendemain, Nicole part au travail. Elle avait un travail après ses études. Elle travaillait dans une supérette et ne revient plus. À l'heure dite, sa grand-mère, chez qui elle était ce jour-là, s'inquiète et puis va commencer une recherche. Au départ, les voisins, les amis, puis la police. Et comme souvent, ces histoires commencent avec le bruit des chiens, les hélicos qui volent à basse altitude, les gyrophares, les fourgons, les volontaires, les militaires. Tout le monde cherche. Et on ne la trouve pas. Le lendemain, on va retrouver son vélo au bord d'une rivière. Dans les jours qui vont suivre, les volontaires trouvent des effets personnels à elle, un sac à dos par-ci, un blouson par-là. Mais pas de traces d'elle. Il faudra attendre 7 semaines plus tard. Nous sommes en novembre 1995. Ça fait 7 semaines qu'elle a disparu. Quand un promeneur sur le bord d'une rivière va trouver un corps. Il s'agit de Nicole. Elle est morte, d'après le légiste, le jour où elle a disparu. Elle a été tuée immédiatement. La police panique, ça part dans tous les sens, ils commencent à arrêter plein de monde, y compris dans la famille. Elle a une famille recomposée, à un moment donné, ils arrêtent son demi-frère, ils arrêtent même son beau-père, des voisins. Il y a une femme qui leur dit qu'elle connaît quelqu'un qui est à Miami en prison, qui aurait été impliqué dans cette mort. S'ensuit une communication avec les autorités américaines pour obtenir leur aide. Et finalement, ils réalisent que ce type est en prison depuis très longtemps et qu'il n'a aucune chance d'avoir commis ce crime, mais en même temps, ils ont perdu du temps. Et le temps est leur ennemi dans cette situation-là, parce que jour après jour, ça devient de plus en plus difficile de trouver de nouveaux indices, et puis l'espoir d'une résolution s'amenuise. Les semaines passent, les mois, puis les années. La famille continue à faire du lobbying, parler d'elle dans les médias, essayer d'écrire aux maires, écrire aux politiciens, aux flics, pour obtenir qu'on regarde encore le dossier. Parce que la police a fini par dire à la famille, écoutez, on comprend votre tragédie, c'est grave, mais on n'a personne, on n'a rien, on ne sait pas qui a fait ça. Les parents, eux, pensent que la police ne met pas assez de moyens. De temps en temps, il faut toutes les quelques années. Il y avait toujours un inspecteur qui réouvrait ce dossier, parce qu'on ne les ferme jamais vraiment, ils sont juste en sommeil, qui réouvrait le dossier, essayait de jeter un coup d'œil nouveau, envoyer 2-3 emails, faisait un appel ou deux, cherchait dans l'ordinateur, et puis le ranger à sa place. Il faut attendre 2011, nous sommes 16 ans après ce crime atroce, quand un post sur Facebook va tirer l'attention de la police. C'est le demi-frère, Andy, le demi-frère de Nicole. C'est un adulte maintenant, il vit près de Londres, en Angleterre, et il va aller sur son Facebook et poster en message public une confession. Il va dire, voilà, ça fait des années que je vis avec ce poids sur le cœur, c'en est trop, ma conscience ne me permet pas de continuer à garder le silence. J'avoue, c'est moi qui ai tué Nicole. Dans les minutes qui vont suivre, il va entendre le renflement d'un diesel à l'extérieur. C'est la police britannique qui vient lui parler. Il est arrêté. La police aux Pays-Bas est informée également de la situation. Elle demande son extradition, mais lui est là. Écoutez, ça sert à rien de parler d'extradition parce que je veux y aller. Juste mettez-moi dans le prochain avion pour Amsterdam et puis je dis tout. Ce fut chose faite. Il arrive aux Pays-Bas. Il est mis en prison.
Puis la police commence à construire un dossier. Après quelques interrogatoires de cet Andy, il a été décidé de exhumer le corps. Tout simplement parce que le procureur dit à la police, écoutez, oui, je suis d'accord de l'envoyer devant une cour d'assises, mais vu la durée qui s'est passée depuis le crime et le fait que dans le dossier on n'a que ses aveux et rien d'autre, eh ben c'est fragile. Il a peur que le gars finalement dise oui, ben j'ai changé d'avis, c'est pas moi, j'ai avoué, mais je ne sais pas pourquoi j'ai avoué. Revienne sur ses aveux, c'est toujours possible. Alors quand il n'y a pas de preuves matérielles, finalement ça peut pousser au collapse complètement du cas. C'est pour ça que le procureur décide de demander au juge l'autorisation d'exhumer le corps. Le corps est exhumé, pourquoi? Pour des analyses ADN, parce qu'à l'époque, en 1995, il faut dire que déjà la technologie existait, mais elle n'était pas aussi avancée qu'en 2011 pour analyser l'ADN, mais les flics de l'époque n'avaient pas fait tout ce qu'il fallait. Il faut savoir que nous sommes dans un pays avec très peu de criminalité, de manière peut-être paradoxale, comme à l'époque pour la police, le vol d'un vélo était une grosse affaire. Une fois qu'ils ont un crime de cette nature, ils sont complètement dépassés. Ils ne savent même pas par où commencer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était possible de faire. À ce moment-là, le corps est exhumé. Et sur ce, Andy, le demi-frère, revient soudainement sur ses aveux. Il dit à la police, écoutez, je vais vous dire la vérité. C'est ma sœur, elle me manque. Je lui ai jamais fait de mal. Et puis ses aveux étaient juste un... Je vous ai induit en erreur et mon but c'était que vous exhumiez le corps. Mon but c'est qu'il y ait un regard nouveau, qu'il y ait de nouveaux moyens dessus. Et la seule manière que j'ai trouvée pour que vous ouvriez l'enquête encore, c'est de m'accuser. J'ai pris ce risque. Il avait passé 1 mois de prison à ce stade. Il est donc libéré parce que la police de toute manière n'avait jamais complètement cru à ses aveux et c'est pour ça qu'ils étaient partis sur l'idée d'une exhumation. Et puis là, ils vont vouloir analyser l'ADN. Alors c'est un challenge très particulier parce que là, l'ADN, ça fait quand même 16 ans qu'il était dans une tombe. Donc c'est pas quelque chose qui va être facile à récupérer ou analyser. En 2011, ils vont contacter, donc ils ont ce corps, et ils vont contacter une entreprise de Nouvelle-Zélande qui avait développé une nouvelle technique. Une technique qui permettait d'abord d'analyser des quantités absolument infimes d'ADN, mais aussi d'analyser de l'ADN qui a été mélangé. Quand il y a un mélange d'ADN, eh bien eux, ils sont capables, par des méthodes mathématiques et statistiques, de les séparer, de reconstruire informatiquement les brins d'ADN, et puis de faire des comparaisons extrêmement précises. Ils collaborent de temps en temps avec des polices du monde entier pour des affaires de cette nature. Ils vont analyser. Alors la première chose qu'ils vont trouver, c'est l'ADN du petit copain que cette fille avait à l'époque. Ce petit copain avait été blanchi en ces temps-là parce qu'il avait un alibi béton, il n'avait jamais été un suspect, il était chez ses parents à l'époque du crime, au moment où le crime s'est passé, donc il est complètement blanchi. Ceci n'est pas intéressant, ils vont mettre ça de côté. Le deuxième ADN est inquiétant, c'est-à-dire que c'est l'ADN du demi-frère, même si on est aux Pays-Bas, et que c'est un pays moderne et progressiste, loin de la bigoterie ambiante habituelle, c'est quand même quelque chose qui fait sourciller. Lui, l'intéressé, se déclare dubitatif, je cite. Il ne sait pas pourquoi son ADN est là. Mais de toute manière, il est exclu. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Peu importe les histoires de famille qui se passaient entre eux en ces temps-là. Et là, ils vont trouver l'ADN d'un troisième homme. Il s'agit d'un certain Yann de G. G. Pour protéger son identité. Parce que dans les Pays-Bas, les prévenus ont quand même énormément de droits. Pratiquement plus de droits que les victimes. D'autres pays vont dans cette direction, comme la France par exemple. Et donc, il est protégé. On a une image de lui avec un bandeau sur les yeux pour respecter son anonymat, et son nom complet n'a jamais été réellement rendu public. Cet homme avait à son actif, quand ils l'ont identifié en 2011, ils ont regardé dans le fichier, il y était. Pourquoi il était dans le fichier d'ADN? Eh bien parce que c'était un violeur multirécidiviste. Il avait déjà violé 3 femmes, et à chaque fois, il avait fini avec une petite peine de prison, il était sorti. L'une des femmes, elle avait été attaquée alors qu'elle était à vélo, elle avait été poussée, et puis kidnappée
violé et lâché. C'était exactement le même crime contre cette petite fille, Nicole, sauf que dans le cas précis, il ne l'avait pas tuée, c'est tout. Or, il est très connu en criminologie que les prédateurs, de ceux qui sont capables d'enlever une victime sur la voie publique, sont particulièrement dangereux. Il n'y a rien de pire que cela, parce que soit ils ont tué, soit ils vont tuer. Ce sont des tueurs nés, ces gens-là. Donc, ils vont arrêter ce gars. Ils le traduisent devant la justice, et puis il va, lui, se défendre sur la foi qu'il y avait un quatrième ADN. Le quatrième ADN n'a jamais pu être identifié. Ça signifie, oui, ils ont l'ADN en fichier, mais ils n'ont jamais pu le matcher contre qui que ce soit. Parce que l'ADN, lui, ne comporte pas en soi le nom, la date de naissance et l'adresse de la personne. Il faut le matcher, il faut le trouver dans la base de données. Il faut que la personne ait fait généralement un autre crime ou que son ADN soit entré dans le fichier pour une raison XY dans le passé. Mais si la personne n'a jamais été inquiétée par la police, son ADN n'a jamais été prélevé, eh bien dans l'ordinateur, il n'y aura pas de match. C'est un petit peu comme les empreintes en fait. Là, ce monsieur va dire qu'il se rappelle de rien. Et bien sûr, c'est une défense très commode, surtout sur les anciens cas comme ceux-ci. Vaut mieux dire je me rappelle de rien parce que de toute façon, ça évite de s'incriminer, ça évite de mentir, ça évite de brôder. Il dit que si jamais il avait couché avec cette fille à l'époque, c'était probablement consensuel, mais il se rappelle de rien d'autre. Le gars a un côté psychopathe, il avait été interné à de nombreuses reprises, en plus des passages en prison et les crimes qu'il avait commis. Et finalement, devant le jury, le tribunal va plus ou moins aller dans son sens. Ils vont dire d'accord, il a probablement couché avec elle, mais on va enregistrer un viol. Mais le crime, l'assassinat plutôt, hein, le fait de l'avoir tué, c'est probablement pas lui. Dans la balance des probabilités, voilà, il y avait un quatrième homme, hein, il y avait un autre ADN inconnu, c'est peut-être l'autre. Et quand il y a un doute, même un léger doute, il doit quand même profiter à l'accusé. Ils font quoi? Ils le condamnent à 5 ans de prison. Donc ils déclarent, ok, c'est bon pour le viol, 5 ans de prison. L'assassinat, on ne sait pas, on n'a pas pu prouver, donc au revoir. La maman est abattue, il a fallu des années pour que cette histoire arrive devant une cour, et finalement, il s'en sort avec 5 ans de prison, ce qui veut dire dans ce pays que, bon, à Noël, il est libre. Le parquet fait appel. Et il va falloir rejuger une deuxième fois. Le gars, ce Yann Degé, passe devant le tribunal encore, et cette fois-ci, ses arguments ne vont pas porter aussi loin, et la condamnation tombe. Déjà, le verdict, on reconnaît qu'il a violé cette fille, et on reconnaît aussi qu'il a tué, on reconnaît la préméditation, on reconnaît le kidnapping, l'enlèvement, et puis bien sûr tout ce qu'il lui a fait subir, parce qu'elle a énormément de fractures et tout ça, c'est une abomination ce dossier. Et puis on le condamne à la peine maximale dans ce pays, qui est de 12 ans de prison. Il a pris 12 ans de prison, mais bien sûr beaucoup de gens ont trouvé que c'était bien en deçà de ce qu'il aurait mérité. On va même lui faire une remise de 4 mois parce que, au titre d'excuse de la part de la justice, parce que le dossier avait duré un peu trop longtemps. On pourrait dire que l'histoire s'arrête là. Mais en fait, déjà, il y a 2 choses à considérer. Ce gars, il sera probablement libéré dans pas très longtemps. Alors si vous entendez parler d'un crime dans les Pays-Bas sur fond de promeneuses en vélo, pensez à ce gars. Et si ça arrive, il reprendra 5 autres années, il sortira au bout de 6 mois. Mais il y a une chose intéressante. C'est qu'en 2021, le frère de cette Nicole, en 2021, il vit encore, il est revenu vivre au Royaume-Uni, et il va pondre un autre post Facebook dont il a le secret. Vous savez, ces posts à lui étaient extrêmement suivis. Et le post va dire, il est très laconique, il va dire « Je suis prêt à dire adieu ». Police, les flics britanniques arrivent chez lui et le trouvent mort. A priori, on dit qu'il s'est donné la mort, mais en fait, et là, c'est là où cette histoire ne va pas répondre à toutes les questions, c'est qu'on trouve que son appartement a été cambriolé et mis à sac. Et donc, il y a plein de gens qui ne croient pas à la thèse qu'il s'est donné la mort. Quelqu'un est probablement venu à cambrioler l'appart et à tuer cet homme en faisant passer la chose pour un suicide. Que s'est-il vraiment passé
Andy est mort avec son secret. Et il y a quelqu'un d'autre qui rôde dehors. Et lui sait beaucoup plus sur cette histoire. Merci de l'avoir suivi et puis on se voit dans une prochaine.